Enregistre. Salut Laure, Bonjour Armelle. je suis super Tu vas bien? contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast avec toi. Comment vas-tu? Écoute, super bien. Comme je te disais par message vendredi, je suis plus... voilà, je prends un peu de temps pour moi. Je mets un petit frein aussi sur mes projets en cours et j'avais super envie d'échanger avec toi, justement. Tu étais dans mon planning, en tout cas. Génial, parfait. Parfait, on est en lien et on a plein de choses à aborder aujourd'hui euh, autour de la naturopathie, autour de la santé, de la nutrition, de la digestion, de l'immunité. On a aussi plein de points communs dans les actualités de l'année dernière parce qu'il me semble que ton livre, ton Mon Cahier Ventre Heureux, qui est sorti aux éditions Solar, est sorti. Ouais, super. Avec moi Pour ceux aussi. qui nous regarderont en vidéo, voilà, c'est le petit bouquin que vient de montrer Laure qui fait partie de la collection des Monts Cahiers et qui est une collection dans laquelle on a toutes les deux écrit. Donc, j'ai écrit de mon côté Power Attitude qui est un petit peu plus axé développement personnel et toi axé plus santé, naturopathie, alimentation. Et il est sorti l'année dernière si je ne me trompe pas. Alors, l'an dernier, il y a quelques mois, en fait, en septembre, le 2 septembre, pour être exact. Date à mettre dans son calendrier. Enfin, en tout cas, c'est notre premier bouquin, je pense que tu dois connaître l'effervescence qu'on peut ressentir. Et voilà, donc il est sorti en septembre, qui est un timing assez intéressant, notamment parce que le ventre, on va en parler un petit peu plus, c'est le siège de beaucoup de choses, en fait. C'est un petit peu ce que tu expliquais à la fois, donc l'immunité, la digestion, en fait, vraiment le global de notre santé et de notre bien-être, parce qu'il y a vraiment dans ce livre aussi une approche, on en parlera plus en détail, mais Body and Mind, qui connecte beaucoup justement avec ton approche aussi, Armelle. Donc, j'aime beaucoup cette rencontre qu'on a et notamment aujourd'hui cette discussion pour voir un peu toute l'ampleur de la santé en général et surtout cette globalité, c'est-à-dire de ne pas isoler seulement un symptôme, voilà, une meilleure compréhension de notre santé au sens large, on va dire. Et Ouais, du coup, avec l'approche de l'hiver, l'immunité, c'est vrai que septembre, c'était un super timing pour le sortir. ouais, c'est clair, c'est ce que j'allais te dire. C'était vraiment le timing parfait pour partir dans tout ce process de reprise en charge holistique, naturelle, justement dans cette effervescence aujourd'hui où on est un peu à la croisée des chemins entre la vision un petit peu trop lourde aussi, peut-être médicalement parlant, de toutes les structures, les institutions qu'on a pu voilà, connaître jusqu'à présent et l'émergence depuis une dizaine d'années beaucoup plus, même si c'est là depuis bien plus longtemps, mais je dirais une décennie où vraiment l'émergence de toutes ces méthodes qui sont dites alternatives et qui devraient finalement même pas être appelées alternatives, parce Complètement qu'elles d'accord. sont essentielles. Et peut-être qu'on pourrait commencer d'ailleurs à les appeler des méthodes holistiques essentielles, naturelles et vitales, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que donc pour ma part, donc je suis de formation, j'ai étudié la pharmacie, je suis docteur en pharmacie de base, donc ça c'était dans mon ancienne vie. En fait, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et ça a été vraiment un constat assez fort, c'est-à-dire qu'on est très formaté durant nos études que finalement, la médecine qu'on connaît, la médecine conventionnelle, selon moi, c'est une médecine pharmaceutique. Le soin passe automatiquement par un médicament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'autres formes de prise en charge. Les prescripteurs sont très conditionnés. Et pour ma part, travailler dans l'industrie pharma, c'était un peu le Graal à l'époque parce que je pensais que c'est là où on créait les remèdes. En fait, on Mm. soignait les maladies, on créait les remèdes. Alors, ce n'est pas complètement faux. En effet, je ne vais pas non plus noircir le tableau dans le sens où chaque médecine, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'il y a en effet des médicaments dans des situations d'urgence qui sauvent des vies tous les jours, qui sont indispensables évidemment. Pour autant, tout ce qui s'agit de pathologies, notamment ce qu'on appelle les pathologies chroniques, des maladies de civilisation, énormément de pathologies dont on souffre, qui sont parfois même pas forcément un nom de maladie, mais juste par exemple des ballonnements, sentir très fatigué, etc., ou des règlements hormonaux qui vont prendre origine en fait dans une cause dans notre hygiène de vie. Et pour cela, la médecine conventionnelle, nos systèmes de soins ne sont pas du tout adaptés. Ils répondent absolument pas en fait à la prise en charge de ces patients. Et donc en fait, ces constats ont été assez forts. Je me suis pris une énorme claque en fait de me dire que finalement, on se dit professionnel de santé, mais on soigne pas du tout le problème. On met un petit bobo sur le problème. Souvent, on en rapporte d'autres parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Il faut savoir que beaucoup de médicaments, la grande majorité, il y a toujours une toxicité aussi.
et qu'en fait, on aurait pu prévenir ces maladies d'apparaître par une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, une bonne gestion de notre stress, gestion de nos émotions aussi. Et tout ça, en fait, le système de soins n'est pas adapté pour l'apporter aux patients parce que les professionnels de santé n'ont pas le temps. Et on le voit notamment avec des situations comme on a pu le vivre, la crise, c'est-à-dire qu'on soigne dans l'urgence. Et là où c'est très désolant, c'est de voir qu'il n'y a pas de remise en question sur la prévention et justement notre meilleur médicament aussi, qui est notre immunité. Et en fait, le conditionnement de notre vie, notre quotidien, tous les gestes qu'on fait répéter au quotidien, en fait, voilà, que ce soit dans notre assiette ou nos rapports avec les autres, le fait de prendre soin de soi, de se mettre au premier plan de sa vie, s'écouter, ça va vraiment conditionner notre santé et notre immunité, l'état de notre immunité, et du coup nous rendre plus ou moins vulnérables avec l'environnement extérieur. Et je pense que c'est très dommage d'isoler la prise en charge, que ce soit d'un symptôme, après un virus, une bactérie. En fait, c'est vraiment cette globalité. Notre propre corps, on est notre propre médicament, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu rappelles parce qu'effectivement, j'aime le fait que tu dises effectivement qu'il y a peut-être, bien sûr, des cas où la médication est nécessaire, mais que principalement, tout ce qui peut être, même tu parlais de maladies auto-immunes ou voilà, de dérèglements quotidiens, ça, c'est des choses qui peuvent être travaillées simplement en comprenant que l'environnement et le terrain sont hyper importants et qu'en fonction de là où je vis, ce que je mange, de comment je me situe aussi émotionnellement, etc., en modifiant déjà tout ça, on pourrait simplement ne pas en passer du tout par une forme de médication. Ouais. Complètement, on est au final acteur de notre santé au quotidien. C'est hyper important et surtout de pas. Je pense qu'on a créé une société dépendante de consommation parfois un peu inutile, de certaines choses qu'on va manger qui ne sont pas forcément bonnes non plus. Et en fait, elle va reposer après sur l'attente d'un traitement miracle. Une pilule miracle n'existe pas, il Ouais. faut être honnête. Ouais, ouais, N'existe pas un ouais. médicament, ou alors il y aura son revers de médaille, évidemment, ça va aller avec son lot de toxicité derrière. Donc voilà, d'être beaucoup plus dans une approche, parce que finalement, la naturopathie, pour revenir à ce revirement de carrière que j'ai fait, je le prends plus comme une spécialité, c'est-à-dire que toutes mes connaissances en tant que docteur en pharmacie sont super intéressantes parce qu'on connaît donc justement l'efficacité et les limites des médicaments, leur toxicité, les maladies. J'avais une très bonne connaissance à ce niveau-là. Et en fait, d'étudier la naturo, ça a été encore une fois vraiment une deuxième baffe en fait, que je me suis prise parce que c'était vraiment une approche totalement différente en fait, de la santé, mais qui, selon moi, pour avoir été formatée dans une approche scientifique, je me suis dit ça a beaucoup plus de sens scientifiquement parlant de prendre en charge la cause de manière donc préventive et naturel. Et en fait, je trouve ça très dommage malgré tout que cette médecine ne soit pas plus reconnue, notamment via les gouvernements, c'est-à-dire plus encadrée aussi, parce qu'on en entend beaucoup parler. La naturopathie, on entend énormément et je vois en consultation parfois des personnes, mais ils ne savent pas vers quel naturopathe se retourner. Je tiens à préciser que ce sont des formations longues, même quand on a un bagage médical, c'est pas en quelques week-ends qu'on s'improvise naturopathe, c'est une véritable science, c'est super large, c'est passionnant, on apprend vraiment tous les jours. Et voilà, et je pense que c'est une médecine qui devrait être beaucoup plus mise en lumière. En tout cas, c'est une de mes missions de vraiment la mettre au devant de la scène. Et comme tu le soulignais, je pense que ça devrait être ces médecines-là, en fait, devraient être vraiment au centre. Donc, la prévention, l'éducation, ça devrait être au centre de notre système de soins. Et en cas de problème, en cas d'urgence, on a la médecine occidentale qui apporterait, enfin, qu'on appelle occidentale d'ailleurs, mais pharmaceutique, j'ai envie de l'appeler, qui apporterait une solution d'urgence en cas de souci. Ouais, c'est très intéressant. Tu vois, moi qui ai passé un peu de temps en Inde et dans ce type voilà, de culture avec la richesse de l'Ayurveda que peut-être tu utilises, tu nous diras. J'avais visité, tu vois, il y a quelques années des ashrams et notamment là-bas, leur motto, tu vois, c'était OK, utilisons la médecine occidentale pour aller chercher la cause, pour faire une espèce de, tu vois, un espèce de bilan voilà, général de la santé de la personne et utilisons la médecine ayurvédique pour pouvoir traiter, tu vois. Et ils utilisaient les deux et c'était vraiment assez présent dans cette culture, ce qui me fait un petit peu penser à ce que tu nous dis par rapport à la naturopathie et la médecine qu'on pourrait appeler allopathique. Bah ouais, ok, on utilise voilà, cette médecine pour aller faire les analyses et puis après on traite avec des choses qui sont peut-être beaucoup plus adaptées.
Au niveau diagnostic, on est quand même très avancé. Il y a une recherche qui est vraiment, la recherche diagnostique est très bonne. Au niveau chirurgie aussi, voilà, on a beaucoup de choses. Même par exemple, juste la prise en charge d'un cancer, on peut par exemple imaginer que le fait d'enlever une tumeur, c'est certes très important via la chirurgie. Pour autant, donc j'avais travaillé notamment sur des protocoles de chimiothérapie, enfin j'avais fait sur plusieurs aires thérapeutiques. Et c'est vrai que pour citer cet exemple, on est quand même sur des traitements très toxiques en fait. Et le gros problème, c'est pas tant l'efficacité, c'est la toxicité. C'est-à-dire que certes, ça va détruire les cellules cancéreuses, mais ça va détruire beaucoup de vos cellules saines aussi, et affaiblir l'immunité. Et en fait, je me suis dit, notamment, j'avais fait un stage à l'hôpital où je préparais ces protocoles de chimio et j'avais tout mon attirail de cosmonaute pour me protéger. Et il y avait ce logo de tête de mort dessus. Et je me dis, mais comment on peut administrer finalement ce poison à un patient qui est déjà malade et affaibli? Et c'est vrai que tu soulignes notamment l'Ayurveda. C'est passionnant, ces médecines du monde, mais des médecines qui sont quelque part aussi un peu plus philosophiques, moins réductrices, en fait, je trouve, du corps en général. Et j'avais vu un reportage, je me souviens plus exactement de ce nom, mais c'était une patiente qui était condamnée, elle avait un cancer du pancréas, qui était vraiment on va dire, le cancer le plus meurtrier, qui était condamnée vraiment. Et du coup, elle s'est dit, foutu pour foutu, je vais partir en Inde parce que j'ai toujours eu envie de visiter ce pays. Et là, elle est allée dans une clinique ayurvédique, un petit peu par hasard, comme quoi il n'y a peut-être pas de hasard non plus. Et elle a été prise en charge pendant plusieurs mois par ce centre Ayurveda. Et en fait, elle a eu une rémission vraiment de son cancer. Et pour justement le vérifier, elle est retournée à Paris faire les examens, voir. Et les médecins ne comprenaient pas. La tumeur avait réduite. Enfin, c'était miraculeux. Donc, sans parler de miracle non plus. Mais le reportage, voilà, juste pour résumer, il y avait cet oncologue qui était parti en Inde. Et ce que je trouvais dommage, c'est qu'on voyait que nos formatages de formation, c'est ça, les formations, ça nous formate. Il l'abordait vraiment, il voulait comprendre. Il s'est dit, il y a peut-être un traitement à extraire de tout ça. Il voulait comprendre plus l'Ayurveda, mais ça ne se comprend pas en quelques heures. Et en fait, je voyais qu'il y avait une disconnexion complète entre les deux médecins, finalement, le médecin ayurvédique et les médecins qu'on connaît. Et ils ne se comprenaient pas, ils ne parlaient pas le même langage. Et lui, il était à l'affût d'une molécule, de cette compréhension. Mais c'était au-delà, en fait. C'était une prise en charge qui était, je trouve, beaucoup plus humaine finalement. Et peut-être que c'est en ça que la science médicale aujourd'hui passe à côté, parce qu'à force de vouloir tout expliquer, et c'est très bien, c'est important, il y a des choses parfois que... Je pars du principe qu'un scientifique, et je trouve ça assez désolant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, que ce soit médecins, pharmaciens, ont fait X années d'études pour ne plus réfléchir finalement. Je pense que c'est important d'être curieux. Un scientifique va réfuter, débattre, ne pas être d'accord. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Et quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, au lieu de dire à son patient, c'est dans la tête, non, en fait, ça n'existe pas. Il va se dire, chouette, il y a un challenge, il faut que j'essaie de comprendre. Moi-même, aujourd'hui, et notamment au niveau du sujet du ventre, il y a énormément de choses, d'ailleurs, on va en rediscuter, mais qui sont de causes inconnues. On ne comprend pas. Et le pouvoir, justement, de notre deuxième cerveau, c'est passionnant. Et selon moi, une approche scientifique serait justement déjà cette curiosité de pas repousser finalement quelque chose qu'on n'explique pas. Et dans beaucoup de médecines, même la médecine énergétique, beaucoup de choses, en fait, on va dire, on ne le voit pas, c'est pas palpable, donc ça n'existe pas. Pour autant, s'il y a forcément une explication, et c'est ça qui est chouette, je trouve. C'est là qu'on voit effectivement les limites de la médecine telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, et qui finalement est plutôt récente quand tu réfléchis à la façon dont on traitait les maladies et les bobos avant dans les cultures ancestrales. Je veux dire, on a quand même une culture du traitement naturel beaucoup plus longue et beaucoup plus présente que la culture du médicament. Tu vois, je veux dire, que ce soit tous les peuples aux quatre coins du monde, il y avait des remèdes par les plantes, il y avait des connaissances, il y avait toutes ces choses qui ont été complètement perdues au fil des siècles et qui, en fait, véritablement, je pense, ont été beaucoup plus présentes sur Terre que cette médecine qu'on a connue. La nature est beaucoup plus intelligente finalement, presque, si j'ose dire, que l'homme finalement. Mais c'est surtout ce que tu dis, c'est très vrai. Il faut savoir que la médecine allopathique, les médicaments sont issus je crois, c'est 70 ou 80% des médicaments sont issus de molécules naturelles qu'on trouve dans les plantes. Donc en fait, il faut pas. En fait, j'aime pas trop ce terme parfois de médecine douce, dans le sens où on a la sensation que c'est moins efficace. En fait, non, c'est
super efficace. D'ailleurs, il y a aussi une toxicité dans les plantes, il faut savoir bien les manipuler aussi. Mais je pense qu'à l'échelle, un petit peu, l'approche de réduire, par exemple, un patient comme un symptôme, cette approche réductionniste du soin passe aussi avec les plantes, notamment. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on a observé la plante, elle a des propriétés pour telle et telle pathologie. Du coup, on va chercher la molécule active et on va l'extraire et on va la répliquer de synthèse, en fait, une molécule de synthèse, parce que ça coûte moins cher, forcément. Donc, du coup, tous les médicaments sont des médicaments de synthèse. Et du coup, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais on va l'isoler, cette molécule, de son environnement moléculaire dans la plante. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant cet isolement, on va perdre aussi l'efficacité et la régulation de cette efficacité, donc moins de toxicité, par la plante même qui, avec ses autres molécules environnantes, apporte aussi une régulation de la réponse de cette, voilà, donc c'est un peu scientifique, mais malgré tout, ça a beaucoup de sens, je trouve, de voilà, cette approche qui est très réductrice, finalement, de la médecine allopathique, parfois passe à côté du sens, en fait. Oui, finalement, ce que tu dis là, d'un point de vue purement technique, biologique, c'est qu'effectivement, quand tu ne récupères qu'une seule partie de la plante, tu passes à côté de tous les bénéfices Elle ne qui… s'exprime plus de la même façon, cette molécule. On a l'impression que c'est la molécule active, elle l'est. Pour autant, les autres molécules environnantes jouent un rôle dans son expression et c'est en fait cet isolement qui fait qu'on la sort de son environnement. Et voilà. Ce qui est hyper intéressant quand tu y penses, parce que je sais que justement dans cette nouvelle conception de la santé, on parle beaucoup du fait que c'est l'environnement qui est un des facteurs les plus importants dans la guérison et dans la santé globale. C'est ça. Et notamment avec l'immunité, c'est votre environnement, le terrain. C'est-à-dire que c'est la même approche quand, par exemple, on a un virus, une bactérie, bam, on va le matraquer, on va absolument vouloir faire disparaître les antibiotiques, par exemple, pour parler d'eux, parce que c'est vraiment le médicament le plus prescrit, qui est beaucoup trop prescrit. Nous, on a vu notamment dans l'enfance, c'était automatique. On avait toujours des antibiotiques. Et en fait, ce qu'on sait des bactéries, c'est qu'il y a des mauvaises, mais il y a des bonnes. Et quand on détruit les mauvaises bactéries, on détruit aussi les bonnes, on détruit l'environnement. En fait, notre microbiote, notamment, c'est comme un terreau, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi tous ces micro-organismes qui ont un rôle vraiment très important. Et du coup, quand on commence à détruire, que ce soit les antibiotiques avec notre microbiote ou les pesticides avec les terres, finalement, qui produisent nos aliments, c'est exactement la même approche. On va détruire, en fait, cet écosystème, cet environnement. Et du coup, détruire le terrain. Toi qui parles justement beaucoup d'immunité, finalement, dans une approche qui serait beaucoup plus intégrative, holistique, notre immunité, pour toi, quels sont les essentiels d'une bonne immunité ? Alors, ils sont assez larges en fait, c'est-à-dire que, donc notamment, j'ai vraiment créé ma méthode Reset par rapport à ça. Donc, comme son nom l'indique, c'est pas seulement de la détox en fait. On peut penser qu'il y a un principe de détoxification. C'est vraiment un rééquilibre alimentaire, c'est d'éduquer la personne à justement enlever toutes ces mauvaises habitudes alimentaires. Donc, on parle beaucoup d'alimentation. Il n'y a pas que l'alimentation, je vais y venir aussi pour répondre à ta question. Mais du coup, un rééquilibrage au niveau de notre alimentation et surtout de personnaliser en fonction de la réaction de notre corps. Donc, en fait, et notamment, c'est le propre de ma méthode et du livre aussi, c'est que j'ai voulu penser ce livre à apprendre au lecteur à devenir son propre docteur, en fait, de comprendre son corps, d'être à l'écoute, parce qu'aujourd'hui, je me suis fait un constat que si à l'époque, on allait chez son médecin, on nous donnait l'ordonnance, on la suivait religieusement, aujourd'hui, le patient, il veut comprendre, il veut savoir ce qu'il met dans son corps, pourquoi, comment ça marche. En revanche, il ne va pas forcément trouver les réponses auprès des professionnels de santé parce qu'ils n'ont pas le temps, encore une fois, mais sur Google, et puis parfois ils ne savent pas non plus aussi, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas forcément formés à cette prévention. Donc sur Google, un peu de partout. Et il y a plein de régimes à la mode, des fake news aussi, c'est-à-dire qu'il faut manger ceci, pas manger cela. Il y a toujours un fond de vérité et aussi du tort aussi dans toutes ces mouvances. Et je pense que l'important, et c'est le propre de la naturopathie, c'est de personnaliser vraiment votre alimentation, votre hygiène de vie en fonction de vous. Et pour cela, il faut être à l'écoute de son corps. Donc, l'immunité notamment, ce qui va entrer en jeu en ligne de compte, c'est l'alimentation évidemment. Donc, je pourrais vous donner plus de détails par rapport à ça. Mais il y a aussi la gestion du stress. Le stress, c'est vraiment le pire poison de l'immunité. En fait, si je résume les pires poisons… Tu fais bien de le rappeler, effectivement. Ah oui, c'est… si on voit par exemple ce qui est dans la prise en charge de cette crise, finalement des faux pas, il y en a eu beaucoup, mais c'est surtout déjà le fait d'être dans ces news anxiogènes, en fait, ce côté hyper anxiogène et de rester… Alors,
la distanciation, comme on disait, la distanciation sociale, déjà aussi le lien social est très important, de rester en contact avec l'humain dans son environnement. L'isolement, c'est très très mauvais pour l'immunité. On le voit notamment avec des personnes âgées, des personnes aussi en dépression. Ça va vraiment accentuer un état dépressif et une immunité qui va s'affaiblir. On parle de distanciation physique, oui, mais pour autant pas couper le lien social dans ces moments-là. Donc, c'était déjà ce terme de distanciation sociale qui posait problème au niveau de l'immunité. Ouais. La gestion du stress, évidemment, et l'alimentation. Donc voilà, les faux pas sont venus aussi avec les confinements. On s'est mis à manger un peu n'importe quoi. Donc, en fait, on a fait un petit peu… voilà, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Non, exactement. Enfin, il n'y a pas eu un mot qui a été donné sur, finalement, le médicament. C'est lui le héros, en fait. C'est notre immunité. Il faut vraiment donner le crédit. Très souvent, en fait, quand on est malade, on donne le crédit au médicament, mais c'est l'immunité qui fait la majorité du job, en fait. Ouais. Et justement, toi, quel a été ton déclic quand tu es passé de ce milieu pharmaceutique au milieu, justement, de la santé holistique? Il y en a eu plusieurs. Alors déjà, le tout premier, c'est que moi, j'avais étudié pharma, mais j'étais déjà moi-même, en tant que patiente, je consommais très peu de médicaments. Ce n'était pas du tout on va dire, mon habitude en fait. Et j'étais je me rappelle en pharmacie, j'adorais parce qu'à l'époque, le pharmacien, l'apothicaire soignait avec les plantes, c'était des herborists. En fait. Et j'étais passionnée, on étudiait la botanique, notamment la phytothérapie, les huiles essentielles, même aussi les compléments alimentaires. J'en consommais beaucoup plus que des médicaments à proprement parler. Et je pense que durant toutes mes études de pharmacie, ça commençait déjà un petit peu J'étais souvent en contre-courant. J'étais pas toujours d'accord avec certaines choses. Et voilà, donc, je pense que j'ai voulu à toute fin faire pharma. J'avais une sorte de mission, je voulais absolument réussir en pharmacie. Et je me suis rendu compte que je poursuivais peut-être le mauvais rêve, finalement, entre guillemets. Mais ce passage par pharmacie, l'industrie pharmaceutique ensuite, a été obligatoire pour justement avoir tous ces… Ça t'a permis de te déformater par la suite, ouais. Me déformater, et du coup j'ai eu la chance de rejoindre un groupe pharma assez gros au siège. Donc au siège, c'était vraiment là où on avait toutes les stratégies mises sur le marché. Donc je travaillais dans le market access, donc c'est tout ce qui est mis sur le marché des médicaments. Donc il y a un contexte à la fois scientifique mais économique, c'est-à-dire qu'on est en lien avec les équipes, les labos, la R&D en fait, mais aussi avec les payeurs. Donc les payeurs, c'est les gouvernements en fait, tout simplement, qui décident oui, on met un médicament sur le marché, le prix, le remboursement, voilà. Donc c'est du business en fait. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à voir la réalité en fait de la santé, qui est avant tout un énorme business. Et surtout, plusieurs constats avec des médicaments qu'on essayait de lancer. Il y avait une très très belle énergie au départ dans l'équipe. Puis finalement, on se prenait un peu des refus. Et après, subitement, l'équipe disait oui, mais en même temps, ce médicament, c'était de la merde. Il était très toxique. Et en fait, je me dis, on arrivait à se convaincre qu'il était efficace, alors qu'en fait, non. Voilà. Et du coup, j'ai commencé, on va dire, à prendre un peu plus de recul sur tout ça. Et à comprendre surtout les lobbies pharma qui sont très forts. Alors attention, lobby, c'est pas toujours péjoratif. Parfois, il y a des lobbies, notamment aussi dans l'alimentaire. Il y en a partout des lobbies finalement. Certains qui défendent les intérêts aussi des consommateurs, c'est très intéressant. Mais certains autres peuvent être, voilà, pas forcément, qui ont un enjeu économique très fort. Et dans la période où j'étais dans cette carrière, c'était la période de la crise économique un petit peu, je dirais. Donc, il y a eu une répercussion sur tous les secteurs, mais même à ce niveau-là. Et du coup, il y a eu une grosse restructuration aussi. Et on s'est rendu compte que tous ceux qui, je me rappelle, moi, mon boss que j'adorais à l'époque, était très formaté patient. Il me disait, c'est vraiment la santé, c'est le patient, c'est l'avenir de la santé. Il faut qu'on fasse notre stratégie autour du patient, de la prévention, de l'éducation. C'est vraiment empower the patient. Ouais. Et malheureusement, ce qui marchait à court terme en termes de résultats, c'était prescripteur, le discours très commercial finalement. Ouais. Donc, en gros, on va dire, les bons penseurs sont fait dégager. Et voilà, donc il y a eu une sorte de restructuration qui a été assez forte, qui, moi, m'a pas du tout plu. Je suis partie ensuite après dans le conseil. Et là, j'ai eu une expérience qui m'a ouvert les yeux vraiment sur le côté patient, parce que c'est là où je voulais renouer, en fait, faire de la santé avant tout. Ouais. Et j'étais dans la e-santé, en fait. Donc, on développait des programmes de soutien aux patients pour les éduquer avec leur maladie, parce qu'on pensait on sait qu'un patient éduqué qui comprend bien sa maladie prend bien ses traitements et du coup est compliant en fait. Et je me suis rendu compte que certes c'est un outil marketing chouette, mais qu'il y avait une finalité de customer retention, donc un patient qui prend bien ses médicaments, et puis de big data aussi derrière, parce qu'il y avait
de donner. Bon, peu importe, quoi qu'il en soit, ça a été aussi un constat personnel où moi, j'ai eu une situation assez difficile au travail, un burn-out qui s'est manifesté beaucoup au niveau de l'intestin. J'ai développé le fameux syndrome de l'intestin irritable voilà, qui a été un petit peu le point de départ qui m'a fait partir de cet environnement. Et c'était une réaction de mon corps qui me disait stop, Laure, en fait, à Il y a un contrario. wake-up call. C'est ça, ouais. Au lieu d'essayer à toute fin de t'adapter à cet environnement, bah, choisis un environnement qui te ressemble. Pour ma part, j'ai l'impression de jamais être assez... j'ai une grande sensibilité et on me disait, mais Laure, t'es pas assez bulldozer, t'es tout émotionnel. Non, justement, on travaille dans la santé. Donc, si le fait d'avoir de l'empathie, de la créativité, de l'innovation, c'est pas bon, c'est que, enfin, s'il y a quelque chose qui va pas, au contraire, je pense. Donc voilà, ça a été un gros déclic et je me suis vraiment mise à fond dans la naturopathie et ça a été pour moi ma mission en fait, ça a été Ouais. une passion, vraiment. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est devenu ta mission de vie et effectivement, la constatation que le business, l'argent et le profit étaient des vecteurs principaux au détriment de l'humain, Voilà. de te dire que finalement, il y a quelque chose qui ne collait pas dans l'approche de la santé, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis après, je me suis rendu compte, bon là c'est un peu défoncer les portes ouvertes, mais que la prévention c'était le premier concurrent de ces gros labos aussi quelque part et que finalement c'est pas là qu'on peut faire de la prévention. Et je pense vraiment que le soin passe avant tout déjà par de la prévention et de l'éducation. Vraiment aider le patient à comprendre comment Ouais. ne pas tomber malade en fait. Oui, exactement, exactement. La prévention plutôt oui, que la guérison lorsqu'il y a un problème. Ouais. Et justement, donc tu parlais de cette méthode Reset que tu as créée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Justement, c'est peut-être plus autour du travail du ventre, justement, où tu dis que c'est dans le ventre que tout commence. Euh, Tu as mis en place cette méthode. Quels sont les piliers de cette méthode? Alors, la méthode, en fait, elle est déjà digitale, c'est-à-dire que vous êtes depuis chez vous. En fait, je me suis rendu compte que pour aider le mieux mes patients, c'était d'être dans leur quotidien, tout simplement. Mais je ne peux pas tous les jours les avoir au téléphone ou c'était un peu compliqué. C'est pas comme, par exemple, on va chez un kiné, un ostéo, il nous masse, il délivre le soin pendant la consultation. On est vraiment voilà, sur quelque chose qui se fait aussi un petit peu sur la durée. Et du coup, je me suis dit comment apporter une offre qui peut justement répondre à ces besoins, qui, d'un point de vue aussi économique, business puisse fonctionner. Parce que voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez naturel. Pour autant, et dans le cadre aussi où la santé, quelque part, les gens sont formatés que la santé est gratuite, je tiens à préciser que non, 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 c'est pas gratuit. On paye notre santé via les taxes. Donc, on est remboursé par... voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui est important à souligner parce que les personnes sont souvent OK pour payer certaines choses et d'autres un peu moins. Donc voilà, il y avait, on va dire, ce constat aussi qui se faisait au niveau de la consultation traditionnelle. Donc en fait, la naturopathie n'a pas le même fonctionnement. On va rester beaucoup plus longtemps avec le patient. Donc voilà, cette méthode, en fait, je l'ai créée comme un programme. En fait, ce sont des protocoles. En fonction, donc à la base d'un diagnostic, vous allez du coup répondre à donc, ce diagnostic et ça va me permettre de justement identifier vos besoins à vous, c'est-à-dire que certes tout part du ventre, mais vous pouvez avoir une manifestation qui va être beaucoup plus au niveau soit de l'immunité, du métabolisme aussi, au niveau des hormones, au niveau digestif tout simplement. Donc en fait à partir de là je vais pouvoir identifier vos besoins et vous envoyer donc un protocole qui est donc en fait c'est une cure. Donc il y a une cure, c'est-à-dire que c'est pas à suivre sur le long terme pendant le protocole, mais le but de cette cure c'est de vous immerger vraiment sur les bons réflexes à adopter dans votre quotidien de sorte à pouvoir les faire durer ensuite dans votre quotidien. Donc ces gestes qui vont faire un reset en fait de votre hygiène de vie tout simplement. Donc il y a beaucoup de nutrition, la naturopathie, les conseils en naturopathie et aussi donc des exercices notamment via de la visualisation, respiration, de la méditation. Donc en fait cette approche comme je disais, en fait, c'est une détoxification aussi du corps, mais de l'esprit également, parce que, comme on le soulignait, le stress au quotidien et nos pensées, en fait, on peut parfois avoir, enfin tous, des pensées en boucle dans nos têtes qui vont agir vraiment comme des toxines et qui vont être des pensées parasites. Et ça va générer un stress oxydatif au niveau cellulaire et être le terreau parfait pour le développement de maladies. Donc, arriver à... C'est très complet au final, tu es vraiment sur ce qu'on appelle réellement l'aspect holistique en prenant en charge le mental, le physiologique.
Exactement. Exactement. Et j'ai également organisé, donc là en janvier, et j'en refais une en juin, donc du 30 mai au 12 juin, une retraite. Donc c'est l'occasion, donc c'est une retraite digitale en fait. Donc on est Ok. toujours depuis chez soi. En fait, c'était proposer la possibilité à des personnes déjà de le faire en groupe, parce qu'il y a l'effervescence d'un groupe qui est super intéressante. Et justement, au cours de cette retraite, donc on fait le protocole ensemble. Je vous coach de manière intensive durant toute cette période. Et il y a aussi d'autres intervenantes. Donc, il y a évidemment beaucoup de nutrition, de naturopathie, mais notamment en janvier, on avait donc du yoga du ventre, de la méditation, des intervenantes. Il y avait le yoga du visage aussi, parce que la peau, c'est un de nos plus grands émonctoires, et le visage, en dehors d'être un critère de beauté, c'est aussi un critère diagnostique qu'on utilise en naturopathie pour savoir justement la santé. C'est le reflet de notre intestin, de notre foie. Il y avait aussi de l'astro pour le côté très intuitif des rituels d'intuition. Donc voilà, en fait, le but, c'était vraiment d'offrir une approche 360 avec d'autres expertises, notamment que seulement la naturopathie, pour être dans cette démarche très, justement, complémentaire les unes des autres. C'était un peu la continuité justement de mon cahier, Mon ventre heureux. Oui, c'est Ouais, ça, ouais, exactement. Mm. super. Et justement, quand tu as écrit, je fais un petit pont sur notre expérience commune pour les éditions Solar, qui publient énormément de ce qu'ils appellent des cahiers, justement, qui abordent un sujet particulier ou parfois un thème plus vaste, parce que tu vois, moi, sur Power Attitude, c'était quand même beaucoup plus vaste avec des possibilités beaucoup plus larges en termes de bien-être et de développement personnel. Quand tu as écrit ce cahier, c'était ton intention, ta volonté, c'était quoi? Tu avais quelque chose que tu avais vraiment envie de partager à travers lui? Ouais, déjà de dire que on est notre propre médicament. Ça, c'était vraiment très fort en fait en moi. Et c'est vrai que le thème du ventre avait beaucoup de sens. C'était symbolique puisque finalement, tout est parti de là en fait. C'est mon petit ventre à moi qui m'a dit Mmh. stop et qui m'a demandé de faire ce reset. Donc finalement, cette méthode reset, le terme reset a un vrai sens dans le sens où c'était un voilà, changement d'environnement, que ce soit aussi bien dans l'alimentation, dans mes gestes, dans mes relations aussi, des relations qui parfois peuvent être toxiques Mmh. sur le plan social, amical, à plein de niveaux, voire même parfois familial. Bref, ça a été une grosse remise en question, et surtout l'envie de se remettre au centre de sa vie sans culpabilité et assumer finalement ce que l'on pense, ce que l'on ressent, finalement se reconnecter à soi et écouter cette intuition qu'on a au fond de nous, qui je pense conditionne beaucoup de choses, et que parfois on a du mal à écouter en fait, parce qu'on est aspiré dans des roues infernales, dans nos petites roues de hamster. On poursuit des rêves parfois qui ne sont pas forcément les bons. Et je pense qu'on est une génération il y a énormément de gens qui font des burn-out parce qu'ils n'en peuvent plus. Et je pense qu'on nous a vendu un monde qui n'est peut-être pas celui qu'on attendait. Et au niveau professionnel aussi, en quête de sens. Voilà. Donc, c'est tous ces constats. Et je me suis dit, finalement, de cette expérience, cette méthode, j'ai envie d'aider des personnes à leur dire. Et surtout, l'objectif, c'était de... Parce qu'on entend beaucoup de personnes dire oui, je suis ballonnée, j'ai mal au ventre, mais c'est normal. Je suis fatiguée, c'est normal. Non, en fait, c'est pas normal. Justement, vous aider à savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, chaque symptôme, il ne faut pas l'ignorer. Quand on met un médicament dessus, on envoie au corps. En gros, le symptôme, c'est le langage du corps et qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on met un petit bobo pansement dessus, pardon, on dit au corps, non, en fait, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, le corps refoule. Tu shut down le Exactement. symptôme et Et puis bah, bien sûr, il ne se passe plus il rien. reste, il reste, et le corps, de manière assez intelligente, il s'est enclenché. Et après, ça peut, notamment une Ouais, ouais, situation de burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est des années souvent d'étouffement de cette ouais. petite voix intérieure qu'on bâillonne un petit peu, et qui d'un coup explose. C'est pas forcément simple sur le moment, ça peut prendre beaucoup de temps pour en guérir, mais c'est une très très belle expérience aussi, parce que voilà, ça permet, pas le choix, de se reconnecter à soi en fait, à son corps. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui sentent qu'elles sont arrivées peut-être au bout tu vois, de techniques qui ne fonctionnent plus pour elles et de se dire, bon, là, il y a un truc, je sens que il y a un espèce de volcan qui est en train de sortir de moi où justement il va falloir que je reprenne les choses en main. Peut-être qu'au début, on a un peu de mal à savoir par quoi commencer. Qu'est-ce que tu conseillerais?
Alors, c'est déjà beaucoup de bienveillance, c'est pas sans vouloir ou punir un petit peu son corps quelque part, c'est l'écouter, même si ça fait du mal. Parfois, notre corps nous envoie des messages, on n'a pas envie d'entendre. En fait, il faut se dire que ça prend du temps. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas miraculeux non plus. Et je dirais surtout, ce qui est très important, c'est d'être à l'écoute aussi de l'entourage. En fait, on peut avoir, mais c'est pas forcément un entourage proche, ça peut être des thérapeutes notamment, qui peuvent vous aider, quelle que soit leur spécialité. C'est aussi beaucoup dans l'alliance, je crois beaucoup à l'alliance thérapeutique, d'avoir ce feeling en fait avec une personne. Je pense que rien n'arrive au hasard et les rencontres qu'on peut faire, ou même parfois d'une personne qui va vous mentionner, tiens, j'ai essayé tel type de médecine ou autre, tu devrais essayer, etc. Se laisser un peu guider, en fait. C'est intuitivement essayer de reconnecter avec cette intuition et voir, je pense qu'au fond de nous, on sait quel est notre traitement, comment le corps peut s'auto-soigner finalement. Et du coup, être ouverte à plusieurs techniques, plusieurs outils, voir ce qui marche, ne marche pas, Ouais, tester. essayer, ouais. C'est ça, essayer. Mais je pense que déjà, ça passe par une véritable introspection de soi-même, aussi bien dans déjà dans notre assiette, comme on l'explique, hein, le fait de tout ce qu'on met au quotidien 3 fois, voire plus par jour dans notre corps, a un impact évidemment sur notre santé. Donc déjà, réviser des choses à ce niveau-là. Notamment quand on est un peu à bout, notamment en situation de burn-out, on a eu un taux de cortisol qui est complètement épuisé parce qu'en fait, on a tapé au niveau du stress et on n'en a plus. Du coup, déjà, arrêter tout ce qui est excitant. Donc, en fait, qu'on peut avoir dans le quotidien. Alors, évidemment, il y a l'alcool, mais ça peut être aussi le café, les thés, notamment le thé noir. Même si c'est vrai que souvent, on est un peu accro à cette petite dose de caféine. Déjà, l'arrêter, c'est super important. On épargne le corps, donc ça fait du bien. Et mettre du sain dans son assiette, et ça passe. Alors, le sain, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de régime tout fait. Je pense que c'est surtout déjà de la qualité. On n'est pas... Moi, je fais attention un peu à ces tendances alimentaires et notamment, par exemple, on parle beaucoup du véganisme. C'est très bien pour la cause animale, là-dessus, je soutiens à 100%. Il n'y a pas de jugement, chacun est libre de manger, voilà, mais surtout, c'est la qualité. Et j'entends beaucoup de personnes dire je suis végane, donc je mange healthy. Non, pas forcément, parce que Ouais. si les céréales viennent ou fruits et légumes de l'autre bout de la planète, ont pollué, détruit l'habitat de, prenons par exemple le Et cas qu'elles sont pleines de GM. et pesticides et compagnie, non, c'est pas sain du tout. Donc en fait, c'est vraiment déjà du local. On parle beaucoup du bio. Le bio, je fais attention parce que moi, c'est vrai que j'étais très engagée contre les lobbies pharma, mais aujourd'hui, il y a un lobby que je découvre, c'est le greenwashing, en fait. Tu dois aussi connaître, Armel, et c'est monstrueux parce qu'on sort sur cette tendance du naturel et on entend vraiment tout et n'importe quoi. Et le marketing, parfois, tape à l'œil de certains produits qui, en fait, sont bourrés de saloperies. Donc moi, ça me révolte. Donc déjà, consommer le plus sain possible et cuisiner. Moi, perso, je suis nulle en cuisine à la base. Je détestais ça. J'avais pas envie d'y passer beaucoup de temps. Donc, j'ai vraiment fait ma méthode pour qu'elle soit hyper simple pour les personnes comme moi qui n'ont pas envie de passer trop de temps, pour autant qui ont envie de manger sain et aussi de se régaler parce que je suis très gourmande et que c'est hyper important. Et du coup, quand tu cuisines, tu sais ce que tu mets dans ton assiette. Ouais, Donc, clairement. c'est hyper important. Ouais, Mm. super. Ben, c'est des super pistes déjà. Merci beaucoup, Laure, pour tout ça. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose un petit peu sur tous ces sujets adjacents qu'on a vus ensemble? Écoute, je pense qu'on a couvert vraiment la globalité. C'est vrai que j'ai encore des tonnes de choses à dire, mais je pense Des que tonnes de choses à dire encore, bien à sûr. échanger. N'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez suivre mon compte sur Oui, Instagram. Je te laisserai mettre les liens. Si vous avez des questions aussi, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi acheter mon livre, Mon cahier ventre heureux, si vous avez des oui. petits problèmes de bidon. Voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est marrant parce que j'ai eu certaines lectrices qui m'ont dit je suis tombée par hasard sur ton livre. Et c'est peut-être un peu le côté magique, entre guillemets, que j'ai envie de dire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y Et a pas de hasard. Non, non, c'est clair. voilà. Voilà, se laisser guider par notre vie, mais surtout être à l'écoute de soi. C'est très important. Super, merci. Alors peut-être tu peux, pour ceux qui nous regarderont en vidéo, en tout cas, remontrer le livre, la couverture de ton livre Ventre heureux. Super. Et tu nous parlais de ta prochaine retraite en ligne. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates?
Alors, ce sera du 30 mai au 12 juin, donc juste avant l'été. L'objectif, donc on est sur justement, alors c'est printemps-été, détoxifier vraiment le corps, le purifier après le long hiver qu'on a passé avec les excès en tout genre et le stress, la fatigue. C'est aussi un moment pour rebooster aussi son moral et sa confiance parce que parfois, à l'approche de l'été, on se dénude un petit peu. Donc là, il y a un côté peut-être un peu plus léger là-dessus, mais c'est très important aussi de se sentir bien dans ses baskets. Donc, on est vraiment sur une approche ultra bienveillante. Et voilà, ce sera l'occasion d'avoir aussi de nouvelles intervenantes, des petits cours de sport. Il y aura, voilà, c'est encore en cours de définition. Mais du coup, j'ai super hâte, en fait. Ouais, pour vraiment amorcer le changement de saison, ça peut être voilà, un moment parfait pour prendre de nouvelles habitudes. Ouais. Exactement, ouais, se faire Super. du bien. Et puis je crois qu'on a tous besoin là des beaux jours qui arrivent, du soleil, de l'été, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Laure. C'était un plaisir d'échanger avec toi. À À bientôt. bientôt. Bye. Je te laisse couper.